Bonjour à tous. Nous sommes mardi 18 juin. L'appel du général de Gaulle. Bon. On va parler de politique. Les partis de droite, mais en fin de compte, je voudrais faire une toute petite précision. Il y a ce qu'on dit être classé à droite et être à droite. C'est-à-dire que on peut dire que le libéralisme est de gauche. Et un parti qui se dit de droite est libéral est un petit peu plus à gauche qu'une droite dite conservatrice. Alors, des partis qui ne sont que classés à droite, mais qui portent dans leur programme des visions du monde, des programmes qui ne sont pas de droite, car la droite, c'est quoi? C'est l'identité, la souveraineté, un aspect quand même antimondialiste. Donc, si on en revient à la défaite des Républicains, ils ne sont plus en phase avec ce que souhaite leur électorat. Et je vais y venir. Les Républicains sont sidérés. La panique s'est emparée de bien des élus qui se demandent comment ils vont sauver leur élection. Les médias sont friands de tous les signes de ralliement à Emmanuel Macron. En fait, le mouvement n'est pas si massif que cela, hein, mais il y a un certain racolage de LREM, et puis il y a un instinct de survie de certains qui se rallient au président. Mais souvent, ils finissent broyés. De Bayrou à Collomb, la liste est longue de ceux qui ont été essentiels pour amener des électeurs à Macron, mais qui ont ensuite été dégoûtés ou déboutés du gouvernement. On en a eu des exemples durant ces 2 dernières années. Et on s'aperçoit maintenant qu'en fin de compte, il y a un transfert de l'électorat LR au profit de Macron pendant les européennes. Je vais y venir. Il faut que les LR réfléchissent sérieusement au-delà de considérations tacticiennes à courte vue. Emmanuel Macron a occupé, pour se faire élire, un positionnement giscardien, libéral, centriste, européen. Et ça, je reprends le slogan de la campagne de 1974. Il a donc occupé un espace qui était largement celui des LR pendant des années. Aussi loin que ça remonte dans l'histoire de l'UMP, auparavant l'alliance RPR-UDF. Dans la droite de gouvernement, en fin de compte, c'est toujours la partie giscardisme qui, en fin de compte, l'a emporté. Et donc, en fin de compte, on s'aperçoit que les LR sont condamnés à disputer à Macron un espace politique dont ils ont été dépossédés. Donc, en fin de compte, le parallèle, Giscard et Macron sont tous les deux issus de l'inspection des finances. Alors, technocratie éclairée ou véritable libéralisme, ils ont été élus, tous les deux, très jeunes à la présidence. Macron a même battu le record de Giscard. Ils ont défié tous les deux des partis établis à partir d'une structure plus légère. Rappelez-vous que Giscard avait un tout petit parti qui était les Républicains indépendants. Et par rapport à l'époque l'UDR, je crois, il a réussi à faire sauter Chaban, à prendre le pas sur Chaban. Et puis après, il a réussi à se faire rallier à lui Chirac, et du coup, il l'a emporté. Idem, Macron a fait son micro-parti En Marche, et en quelques mois, il a réussi à prendre le pas sur les socialistes et sur d'autres. Donc, on est d'accord, libéral centriste européen, c'est exactement l'identité de Macron qui a réalisé un espèce de rêve giscardien, c'est-à-dire être élu au centre et gouverner au centre, grâce à l'appoint de, éventuellement, François Bayrou. Et du coup, il a tellement bien joué qu'il y a une implosion du PS et des LR, et dont l'électorat de ces deux partis est aspiré par le président. Voyez, on peut s'apercevoir aussi que, notamment, c'est Giscard qui abandonna la partie droite, l'espace à droite sur le thème de l'immigration,
il lâcha du lest là-dessus, alors que De Gaulle avait toujours limité l'apport de main-d'œuvre émigrée et surtout interdit le regroupement familial. Giscard, lui, a ouvert les vannes. En fin de septennat, voyant l'impact électoral négatif de l'immigration incontrôlée, il tâcha de signer des accords de rapatriement de travailleurs immigrés avec des pays du Maghreb, mais il ne s'agissait que d'une petite correction, mais dans le fond, ça ne changeait rien aux vagues migratoires. Et depuis, on voit toujours des gouvernements qui vous disent on va reprendre en main l'immigration pour des raisons électorales. Mais de fait, rien ne se fait. D'ailleurs, quelque part, tout parti qui ose prôner ce que prenait De Gaulle en matière de contrôle très strict de l'accès à l'installation et la citoyenneté, c'est quand même l'accès à la citoyenneté, ça ne se donne pas comme ça, vous voyez. Et ben là, on le brade. Et cette vision de Gaulle, en fin de compte, eh ben, elle est partie sur le Front National, qu'on disait si anti-gaulliste, vous voyez. Et en fin de compte, il y a des idées de Gaulle qui ont glissé au Front National. Parce que, bien sûr, mon Dieu, il faut être centriste, progressiste, voilà, immigrationniste, évidemment. Et puis, Macron, en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait ? Encore plus que Giscard, il est le plus européiste de nos présidents. Hein. C'est lui qui a une vision, qui propose une vision la plus ample depuis longtemps d'un approfondissement de la zone euro et de l'Union européenne et qui essaye de surfer sur l'Europe. Alors, on va revenir sur la nouvelle d'il y a quelques jours, une bonne semaine, une dizaine de jours. Après la déroute des LR, je salue d'ailleurs des LR, j'en ai rencontré la semaine dernière, donc c'est compliqué, mais bon. Il y a des gens sincères, mais je pense que vous avez été trahis. Mais bon. Donc après cette déroute des Républicains aux élections européennes, 72 maires et élus locaux, issus de 34 départements et de 12 régions, venant tous de la droite et du centre-droit, annoncent dans une tribune leur soutien à Emmanuel Macron. Nous sommes de ceux qui souhaitent la réussite impérative de la France. C'est pour ça que nous voulons la réussite du président et de la République et du gouvernement, car rien ne se construira sur leur échec, écrivent-ils. Non mais attendez, posons-nous la question là. Les résultats obtenus, le chômage par rapport aux autres pays, la pauvreté, la dette publique, le déficit, l'insécurité, le manque de sécurité, l'immigration, les ratés de l'école, la désindustrialisation, la perte de l'influence internationale, etc., etc. C'est ça, oui. C'est bon, c'est pour les intérêts de la France. Vous êtes pour cela? Non mais attendez, ces 72 maires et élus lèche-bottes sont muets sur cette politique telle qu'elle est conçue, menée depuis 2 ans et telle qu'elle va continuer dans le futur. Ces gens-là, ces élus locaux, leur mission est d'administrer une commune et non de cirer les pompes au pouvoir central. Alors ils veulent dire que les autres élus, ceux qui ne veulent pas aller à la gamelle, n'est-ce pas? Ben eux, ils ne souhaitent pas la réussite de la France? Non, ces 72 maires montrent leur véritable nature. Ils vont à la soupe et ne s'en cachent pas. Mieux, ils cherchent des raisons fallacieuses pour se justifier. Ah, bien sûr, ils ne sentent pas très bien dans leur basket, donc ils ont besoin de se justifier. Mais de là, aller faire une tribune pour se dédouaner, ça doit vraiment être lourd à porter, hein, de trahir son parti. Enfin, ils rament dans le sens du courant, quoi. C'est une martingale qui leur semble gagnante. Mais en fin de compte, à travers cette trahison, ils montrent le véritable moteur de leur ambition. Ce sera à leurs électeurs de se souvenir, le moment venu. Ces maires collabos pensent ainsi faciliter leur élection dans moins d'1 an, en 2020. Grave erreur d'appréciation. Dans 1 an, Macron sera sans doute aussi impopulaire. Et il se pourrait fort que l'allégeance qu'ils ont faite à Macron, cette allégeance opportuniste, obtienne l'effet inverse à celui recherché. Je me réjouirais énormément de la défaite de ces macronistes, ces capitulaires qui n'hésitent pas à faire éborgner les Français pour pouvoir se coucher devant l'Allemagne. Pourquoi notre société peut-elle produire une telle puissance de capitulation chez ces politiciens? Vraiment, si peu d'ambition, si peu de souveraineté, si peu d'envergure intellectuelle.
ce ne sont plus que des petits hommes gris sans intérêt qui sont vendus au mondialisme. Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits. C'est aussi simple que cela. Donc Macron s'en donne le cœur joie, car malheureusement, beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de Français n'ont pas la lucidité nécessaire pour voir et admettre qu'il y a vraiment une manipulation. Et j'espère que vous avez compris que nous ne sommes plus dans une opposition droite-gauche, mais plutôt conservateur contre progressiste. Mais je dirais que même c'est une nouvelle lutte des classes entre des élites et des classes moyennes supérieures qu'on va qualifier de possédantes, contre des classes moyennes inférieures, laborieuses, paupérisées, rejointes par la classe ouvrière, exclues des centres-villes. Voilà, c'est ce qu'on appelle un clivage. Mais qui gagnera? À voir. Mais les LR devront savoir ce qu'ils veulent, parce qu'en fin de compte, ils s'aperçoivent que leurs électeurs sont partis chez Macron. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les catholiques ont voté Macron. Et pourtant, Macron se fout d'eux. J'appelle l'électorat catholique à se ressaisir. Écoutez bien, il y a, je crois, un mois, l'ambassade du Kosovo à Paris avait été autorisée à fêter le 20e anniversaire de l'émancipation de cette province serbe à la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Et là, un appel à la prière musulman a été lancé en chair dans un lieu tenu sacré par les catholiques. D'ailleurs, une centaine de militaires, généraux, officiers, sous-officiers ont fait part de leur indignation. Mais comment imaginer que de telles décisions aient pu être prises sans que le président de la République, Emmanuel Macron, en ait donné l'ordre ou au minimum les ait avalisées? Comment dire? Cette fête organisée dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides, de laisser privatiser ce lieu par le Kosovo, ça ne pouvait être qu'autorisé par Macron. D'ailleurs, cet État n'est pas reconnu par l'ONU. Son chef, le chef du Kosovo, Hasim Traci, le président du Kosovo, a été accusé de trafic d'organes de prisonniers durant la guerre de Yougoslavie par le Conseil de l'Europe. Donc c'est quelqu'un quand même, voilà. Hein. Donc il ne s'agit pas simplement d'une erreur diplomatique, mais d'un acte délibéré. Macron a donné le feu vert à cette profanation du 22 mai dans un haut lieu. Et donc, quelque part, il témoigne d'un parti pris pour, ou plutôt contre, les catholiques. Alors, c'est là où ça devient très très ambigu. Nous apprenons la même semaine que dans un sondage, 43% des catholiques pratiquants ont voté aux élections européennes pour la liste Loiseau, La République en marche. Alors qu'au premier tour de l'élection présidentielle, ce public avait plutôt voté pour Fillon, mais il a glissé vers Macron au cours des derniers mois. Donc, c'est peut-être là-dessus que les LR peuvent travailler pour récupérer leur électorat qui s'est échappé chez Macron. Alors, je vais vous dire, l'appel à la prière en l'église Saint-Louis des Invalides, c'est ça. Pour la première fois, une prière islamique. Allah est le plus grand. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. J'atteste que Mohamed est le messager de Allah. J'en passe, j'en passe, j'en passe. Allah est le plus grand. Il n'y a de vraie divinité hormis Allah. Oui, on va nous dire que c'est un concert pour la paix. Mais franchement, pour moi, il s'agit quand même d'une profanation infiniment scandaleuse, autant que douloureuse, à nos officiers et sous-officiers, français et chrétiens. D'ailleurs, depuis quelques semaines, on n'en entend plus parler. Voilà. Donc, à force, je vais vous citer un saint, je ne suis pas très religieux, Saint Augustin. À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. C'est Saint Augustin. Et là, on se fait de plus en plus marcher sur les pieds et on perd notre identité.
Alors, je vous parle du Kosovo, et je vais vous dire, il y a 20 ans, le 24 mars 1999, 13 États membres de l'Organisation du traité Atlantique Nord, l'OTAN, dont les États-Unis, la France, l'Allemagne, se sont permis de bombarder la République fédérale de Yougoslavie à l'époque. Cette guerre dura 78 jours et elle s'est nourrie de bobards médiatiques destinés à aligner l'opinion des populations occidentales sur celle des États-majors, et plutôt sur celle des États-Unis. En effet, à l'époque, on nous dit, écoutez bien, les Serbes commettent un génocide, jouent au football avec des têtes coupées, dépècent des cadavres, arrachent les fœtus des mères enceintes tuées et les font griller. C'est ce que nous a dit le ministre de la Défense allemand, le social-démocrate Rudolf Scharping, dont les propos furent repris par les médias. Ils ont tué 100 000 à 500 000 personnes. Journal de TF1 le 20 avril 1999. Ils ont incinéré leurs victimes dans des fourneaux du genre de ceux utilisés à Auschwitz, dans le Daily Mirror du 7 juillet. Vous vous rendez compte ? Tout est faux. Une à une, ces fausses informations seront taillées en pièces, mais après la fin du conflit. Notamment par le fameux journaliste américain, rappelez-vous, Daniel Pearl. Il en parle dans le Wall Street Journal le 31 décembre 1999. Vous savez, c'est ce fameux journaliste américain qui est mort en février 2002 à Karachi. Il avait été pris en otage et assassiné par des membres d'Al-Qaïda. C'était vraiment le top du journaliste. Tout va se dégonfler. On nous parlait d'un plan Poktoguba, fer à cheval, censé prouver que les Serbes avaient programmé l'épuration ethnique du Kosovo. L'Allemagne nous servira ça en avril 1999 et on bombarda pendant des jours et des jours. Quelque part, donc, les fake news ont été faites par les gouvernements occidentaux, l'OTAN et tous les organes de presse respectés. Parmi eux, le Monde. Tout le monde se réfère au Monde à l'époque. Dans les prises de position éditoriales, ça servait de référence au reste de la galaxie médiatique française. Sa rédaction à l'époque était dirigée par Edwy Plenel, qui admet avoir fait le choix de l'intervention. Ah oui, il nous avait dit le 8 avril 1999, ce plan fer à cheval qui programmait la déportation des Kosovars. Il y avait un ministre allemand, écologiste, Joschka Fischer, qui nous parlait d'un plan de gouvernement de Belgrade détaillant la politique de nettoyage ethnique appliquée au Kosovo, sous le nom de fer à cheval, pour symboliser la prise en tenaille des populations albanaises. Et ça paraissait être sûr et certain et faire peu de doute. Et heureusement, alors moi j'avais eu l'occasion de discuter avec des personnes un petit peu concernées géographiquement par ce secteur, donc je savais que il y avait des mensonges. Et il y a quelques semaines, le monde diplomatique, nous met un titre en disant « Le Kosovo constitue bien le plus gros bobard de la fin du XXe siècle ». Et il y a un article de Serge Alimi-Pierre Imbert qui nous confirme, dans ce monde diplomatique, que la guerre de l'OTAN, pour soi-disant libérer les Albanais du Kosovo du régime tyrannique de Slobodan Milosevic, constitue bel et bien le plus gros bobard du XXe siècle. On n'avait pas besoin de le lire pour le croire, mais ça fait du bien de le lire quand même le mythe officiel autour du Kosovo est littéralement en train d'imploser. Il n'y a pas eu de génocide, il n'y a pas eu 100 à 500 000 personnes. Avant les bombardements de l'OTAN, on décomptait au total 2000 morts, Serbes et Albanais confondus. Et tout a commencé par une bagarre entre, les troupes régulières yougoslaves et des indépendantistes du Kosovo. Et il y a eu, je crois, une quarantaine de Kosovos qui sont morts. Et là, automatiquement, ça s'est amplifié. On a dit que c'était un génocide. Et du coup, voilà, ça a fait boule de neige. Voilà. C'est donc une invention ourdie par les renseignements allemands pour discréditer Belgrade. Tous les médias s'en sont fait l'écho pour accuser les Serbes, mais la vérité sur ce plan est que ce plan, justement, n'a jamais existé. Incroyable, hein ?
Donc, le monde diplomatique nous signalait il y a quelques semaines, les principaux désinformateurs furent les gouvernements occidentaux, l'OTAN, tous les organes de presse les plus respectés, et particulièrement le quotidien de référence, Le Monde, dirigé à l'époque par Edmy Penel, qui n'a cessé de mentir dans ses colonnes au sujet de la Serbie, des Serbes et de la réalité du Kosovo. Le Monde était le porte-voix de l'OTAN qui voulait une guerre totale pour démanteler la Yougoslavie et annihiler la petite Serbie, pourtant une alliée historique de la France. Alors qu'au début des années 80, ce même quotidien, Le Monde, défendait la cause des Serbes victimes des Albanais au Kosovo. Donc, le même monde diplomatique a également raison de rappeler que la guerre du Kosovo a été menée sans mandat de l'ONU. Elle était illégale et a servi de précédent pour d'autres guerres de l'OTAN ailleurs dans le monde. Donc, cette guerre du Kosovo a été conduite par une majorité de gouvernements de gauche et appuyée par la plupart des partis conservateurs. Donc, il y a eu un alignement atlantiste de nos dirigeants qui font semblant de se battre sur les plateaux télévisés, mais qui s'agenouillent tous devant Washington une fois élus. Aucun des crimes commis par l'OTAN en Serbie n'a été jugé, et très peu de politiciens et de journalistes de l'époque ont osé avouer qu'ils nous avaient menti au sujet du Kosovo. Cela en dit long sur la justice internationale et la déontologie de nombreux journalistes. Les fake news d'État sont bien les pires, mais on n'est pas prêt d'y mettre fin tant que les criminels qui les propagent ne sont pas arrêtés, jugés et mis hors d'état de nuire. C'est quand même formidable. Chaque fois que les États-Unis nous sortent un bobard, et que certains ne veulent pas croire, rappelez-vous l'histoire de la petite fiole pour l'Irak en nous disant qu'il y avait des hautements bactériologiques du poison qui allait tuer des centaines de milliers de personnes. C'était aussi un bobard de Colin Powell. Chaque fois, il nous raconte un mensonge. Et si jamais vous émettez des doutes, c'est que vous êtes, un conspirationniste, vous êtes anti-américain et vous êtes antidémocratique. Voilà. Donc, ceci est la preuve qu'on peut bien nous raconter des tas de choses. Et moi, au départ, bien entendu, j'ai cru aussi l'histoire contre la Serbie. Donc, voyez, donc, que ça sert d'exemple, que ça soit l'Irak, que ça soit dernièrement la Syrie, avec tout ce que nous a raconté sur la Syrie. Et en fin de compte, c'est toutes des histoires géopolitiques. La Yougoslavie était un pays central, quand même sous influence russe, soviétique à l'époque, je ne sais plus déjà, voyez, mais qui avait une identité forte. Et on a profité, et on a poussé les Kosovos, les Kosovars musulmans, les Albanais, et ça fait un micmac. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a deux pays, enfin un pays, le Kosovo plus l'Albanie, qui sont quand même très très en prise avec différentes mafias, beaucoup de trafic, beaucoup de prostitution, contrebande d'armes. En fin de compte, qu'est-ce que ça nous a amené? Certainement beaucoup de problèmes. Donc, quelque part, méfiance, on nous raconte des tas de choses, et puis en fin de compte, on s'aperçoit qu'on est parti en guerre, on est parti bombarder des gens, et on s'est sali les mains. Alors je pense qu'on s'est déjà suffisamment sali les mains, parfois en Afrique ou dans d'autres pays, où on continue même avec la France-Afrique, vous voyez, mais là c'est flagrant. J'ai honte de ces agissements, et on est complètement aligné à une idée principale, on fait comme les Américains veulent. Voilà, ceci est l'exacte vérité. Vous pouvez retrouver ça dans le monde diplomatique, et c'est sorti il y a quelques semaines, vous devez retrouver le Kosovo, un immense, je regarde le titre, le Kosovo, le plus gros bobard de la fin du XXe siècle. Voilà. J'ai fait un petit rappel d'histoire, mais en fin de compte, qui nous permet de mieux appréhender tout ce que les médias du pouvoir, les médias inféodés à Macron, les médias inféodés à l'OTAN et aux Américains et aux multinationales veulent bien nous raconter.
et ça nous pousse à la guerre, à envoyer des chars en Ukraine, comme si on allait attaquer la Russie. Tout ça pourquoi? Voilà. Bon, je vous laisse, mais quelque part, ne soyez plus crédules, mettez tout en doute. Écoutez, mais réfléchissez, et dites-vous bien à qui profite le crime. Et quand vous voyez déjà à qui cela profite, vous pouvez dire « Ah, ben, c'est peut-être pas vrai ce qu'on nous raconte. Hein. Il y a peut-être des gens derrière qui poussent. » Voilà. Écoutez, je vous laisse maintenant. Il se fait tard. Et je vous dis à la prochaine. Alors, bon, je renouvelle mes remerciements pour les échanges sur les 100, 200, 300, 400 commentaires. La dernière vidéo sur le discours de Macron, entre autres, a fait pratiquement 5000 vues. Toujours des échanges, comment dire, des échanges intelligents, des témoignages. Voyez, bon, entre gens sensés, il y a des échanges. Alors évidemment, il y a des avis qui diffèrent, mais voilà, c'est de bonne aloi et parfois il y a des informations qui peuvent m'échapper, il y a certains points que je n'ai pas suffisamment précisés parce que je ne peux pas être trop pointu, puis non plus je n'ai pas une connaissance, voilà, hein, mais je tombe sur des choses. Alors, je trouve qu'il y a un intérêt à porter à votre connaissance les éléments que je peux lire, et puis comme ça, ben, plus on sera de personnes éveillées, éclairées, ben, je pense que la démocratie y gagnera, hein, plutôt que de se laisser mener par le bout du nez par des bobards. Voilà. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.